Bienvenue ici, là, où les échanges nous facilitent la résilience, où le dialogue et l'empathie nous enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, si ça me prend toute une Bonjour vie. Valérie. Bonjour Maëline. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la manière dont on pourrait accompagner les personnes endeuillées. Alors Valérie, est-ce que d'abord tu pourrais nous faire un petit classement sur les deuils? On a évoqué les deuils dans la première vidéo, mais on aimerait bien quand même un petit peu les catégoriser. Est-ce que tu peux nous éclairer? Ok. Oui, c'est important parce que selon, on va dire, le classement du deuil, on pourrait se dire, bah, tiens, là, je vais me débrouiller tout seul, ou là, ça va nécessiter un accompagnement sérieux. Donc oui, ça me paraît juste d'établir un petit classement, même si on a tendance à dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. On l'a dit dans la première vidéo, c'est important quand même de le rappeler. Alors donc, on a les micro-deuils. Tu sais, ceux qu'on appelle du quotidien, c'est-à-dire faire le deuil d'un voyage, d'un week-end, de la semaine parce que c'est lundi matin. Ça, ce sont les micro-deuils. Et généralement, on est capable de se débrouiller tout seul. Sachant que les processus sont toujours les mêmes, avec les étapes, sauf que là, ça se fait en accéléré. Évidemment, on n'a pas besoin de 2 ans pour faire le deuil d'un micro-deuil. Enfin, tu vois l'idée. Après, on a les deuils qu'on appelle existentiels, c'est-à-dire ceux où mon existence est remise en cause. Donc là, on peut citer le conflit d'univide, le deuil de la retraite, deuil de la ménopause, par exemple, un divorce, une rupture. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu vois, tout ce qui remet en cause la façon dont j'ai toujours vécu, ma zone de confort d'une certaine façon. Et après, on a les deuils avec perte d'un être cher. Enfin, c'est toujours des pertes, hein, le deuil. C'est toujours un conflit de perte, le deuil. Là, en l'occurrence, la perte d'un être cher. Là, bon, ben, je n'ai pas besoin de faire de détails. Alors pour revenir sur la notion d'accompagnant ou de bon accompagnant, moi, j'avais une question. En fait, on se demande pourquoi les accompagnants, ils ont toujours besoin de se sentir obligés de donner des conseils systématiquement dès qu'il y a une personne qui est endeuillée. Hop, tout de suite, on arrive et on donne plein de conseils. Bon, alors, avant de répondre à cette question, je vais te dire à quel point ça me tient à cœur de faire cette vidéo parce que, justement, euh, un deuil bien accompagné, c'est un deuil qui va probablement bien se passer. Et un deuil mal accompagné, que ce soit intérieur ou extérieur, encore une fois, c'est un deuil qui va, comme on dirait, comme si ça avait mal commencé. Donc c'est vraiment, ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo et d'être très clair. La personne qui accompagne le deuil, c'est un témoin lucide, d'accord? C'est celui qui doit être une boussole. Bon, bref, je ne réponds pas à ta question, je m'en rends bien compte. Alors donc, pourquoi les gens euh, veulent donner des solutions? Absolument. Ben parce que ils supportent très mal leur impuissance. Tu vois? Le deuil, c'est je ne peux rien faire. Et comme je ne peux rien faire pour toi, je suis impuissant. Et comme je suis impuissant, et que j'ai souvent un ego de sauveur plus ou moins gros, et que c'est encore plus dur pour les gros égos de sauveur, j'ai tendance à te donner des solutions pour te faire taire en vérité. Tu vois, pour que j'ai l'illusion de ma puissance. Et puis deuxième chose, parce que nos satanés neurones miroirs s'identifient à la douleur de l'autre. Donc, si tu souffres, je me vois là-dedans. Ça pourrait m'arriver à moi, tu vois, ça pourrait c'est un peu moi dont il s'agit. Et comme on avait dit, tu sais, que le cerveau n'avait pas de morale, l'idée, quand la colère, tu te souviens, il y avait cette idée de dire que je ne connais que moi. Et donc, du coup, ta douleur me contamine. Et donc, j'aurais tendance à te donner des solutions, des conseils pour que tu en sortes le plus vite possible. Mais pour moi, en fait. Donc, est-ce que c'est réellement important d'avoir un accompagnant dans un deuil? Alors, je dirais que c'est toujours facilitant lorsque ça se passe bien.
Maintenant, si la personne qui vit un deuil, que ce soit un deuil existentiel ou la perte d'un être cher, si elle se voit à consoler l'autre ou à, tu vois, comment je peux dire, euh, parce que celui qui vit le deuil, il a son deuil à vivre, mais le malheur qu'il amène dans la vie de l'autre, tu vois, c'est pas agréable de se faire accompagner. Donc c'est pour lui, c'est double peine en fait, tu vois. Donc alors, première étape, le choc. Donc on l'avait dit déjà dans la première vidéo, l'importance de l'annonce, c'est-à-dire euh, 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 comprendre l'importance de, de la façon dont on va dire à quelqu'un que sa vie va changer. Encore une fois, que ce soit un deuil de l'existentiel ou un deuil de la période. À part les micro-deuils, bon, ben ça, écoutez, hein. Mais là, l'idée que sa vie va changer. Donc, être précis, être rapide, dire la vérité. Tout cette, toute cette phrase de, comment je peux dire, qui augmente c'est marrant parce qu'à la fois, il faut être précis, rapide, répondre aux questions. Tu vois, c'est être le plus poker face possible aussi. Tu vois, ne pas montrer trop ses propres émotions. Parce que les gens qui vivent un deuil, ils se transforment en, comment tu dis, ils se transforment en mentalistes. Ouais. Ils observent, c'est des gros observateurs de la personne qui est en face. C'est comme si leur état tu vois, ils savent qu'ils vont porter le malheur aussi, tu vois. Pour les enfants, justement, est-ce qu'on annonce aussi le deuil aux enfants et aux adolescents? Alors, pour l'enfant et l'adolescent, on l'annonce de la même façon qu'on fait pour les adultes avec la vérité et tout ça. Et la seule différence, c'est que l'enfant, on l'inclut dans le cheminement de deuil avec nous. Tu vois, on le prend sous le bras et on n'imagine pas qu'en le mettant à côté, on le protège. Au contraire, on, on l'accompagne, tu vois, on le prend avec nous sur le cheminement du deuil. Pour l'adolescent, on prend la même précaution que pour les adultes. Par contre, on les laisse cheminer à à leur guise. Parce que, tu sais, il y a toujours cette idée de quand, tu vois, quand annoncer. Tu vois, par exemple, si je viens de comprendre que j'allais divorcer, je vais devoir donc le dire à mes enfants. Donc, je vais avoir tendance à le protéger en disant, mais quand? Parce que le fameux quand je le dis. Alors, quand? Pas parce que là, c'est Noël, donc là, c'est son anniversaire. Donc, cette tendance qu'on a à procrastiner, tu vois? Et du coup, il Ben non, faudrait l'annoncer l'enfant, quand? Il faudrait l'annoncer quand alors? dès que ça arrive, on sait parce que on peut interroger tous les gens qui l'ont vécu. On sait que si j'ai mis du temps entre la situation qui va changer l'existence de l'autre et le moment où je te l'ai dit, ce moment-là, là, c'est un vol. Tous les gens le disent. C'est un vol. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, moi, je vivais normalement alors que mon existence avait déjà changé. C'est pareil pour les enfants. Si on leur cache, si on croit les protéger, alors on leur vole cette, euh, cette partie. Peut-être ta prochaine question, ça pourrait être qui peut prendre cette énorme responsabilité? Mais oui, qui est le mieux placé pour faire cette annonce? Alors, tu vois, ça me tient à cœur aussi de répondre à cette question. C'est-à-dire que il y a un brevet national de secourisme, des gestes de premier secours. À ça, c'est sûr, on pousse les gens et on a raison à savoir les gestes de premier secours physiques, donc. Ben moi, je propose qu'on fasse un brevet national d'aide au deuil, qui serait donc la même chose, geste de premier secours, pour les gens qui vivent ces blessures psychiques. Donc, je dirais, qui est le mieux placé? Ben, la personne qui a eu la formation de brevet national à l'aide du deuil, si vous voulez, je fais une formation.
Donc ça, c'était la période du choc et donc avec l'annonce. Si on prend l'étape 2 qui est la colère, alors les bons conseils justement pour être un bon accompagnant, qu'est-ce qu'on dit dans cette phase-là? Ben, dans cette phase-là, donc évidemment, on avait dit la dernière fois que la personne est en colère, que tout l'énerve, que tout est injuste, hein, donc bah, évidemment, parce qu'une personne qui vit un deuil, c'est une personne euh, comment te dire, qui est très clivée, tu vois, très irritable, tu vois. C'est-à-dire que elle va être, euh, ça va être blanc ou noir la vie, tu vois, ça veut dire, donc tu peux, c'est un peu, nous on aura tendance à vouloir l'éteindre, cette colère, tu vois, enfin nous, enfin, ceux qui n'ont pas le brevet national d'aide au deuil, on aura tendance à l'éteindre, à vouloir faire les pompiers, tu vois. Alors que le mieux, c'est au contraire, c'est d'accepter, c'est de ne pas faire une affaire personnelle, de rester dans le silence, de lui faire ses tâches habituelles, enfants, ménage, supporter cette colère, en fait. C'est la supporter, vraiment, là, vraiment. Être un bon accompagnant, c'est supporter cette colère sans pousser à l'autre phase. Donc c'est ne pas intervenir et ne pas lui dire de taire sa colère ou de réduire sa colère ou vraiment la laisser s'exprimer totalement. Oui, et puis tu sais, euh, une des choses qui vraiment va aider le deuil, c'est de faire confiance à la personne, hein. Donc on lui fait confiance. Elle ne va pas rester toute sa vie dans la colère. Ou si elle reste toute sa vie dans sa colère, c'est parce qu'elle est bloquée, comme on a dit dans la première vidéo. Et dans ce cas-là, ben, c'est qu'il y a un autre problème. C'est que le processus s'est arrêté malencontreusement et souvent à cause d'un accompagnement à la hauteur. Donc, si on lui fait confiance, je me dis que cette colère, elle va passer. 15 jours, hein, j'avais dit à peu près hein, à la louche. 15 jours, bah, dans 15 jours, je vais devoir supporter une personne en colère, irritable, excessive, clivée. Et donc là, on parle pour les personnes qui ont des accompagnants, mais les personnes qui se retrouvent seules à vivre leur deuil, alors soit par choix, soit par les événements de la vie, qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil dans cette phase de colère? Un peu la même chose que quand on a un accompagnement extérieur, ne pas se juger, ne pas se culpabiliser, accepter cette colère, euh, prévenir les autres, peut-être que, attention, et encore qu'ils devraient le savoir, mais bon, allez, prévenir les autres que je suis en colère et que donc forcément je ne serai pas la meilleure des compagnies. Parce que tu vois, cette personne quand je disais cliver tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a autant envie d'être seule que d'être avec, par exemple. Tu vois, donc elle a envie d'être seule, mais elle n'a pas envie que tu t'en ailles. Donc c'est vrai que pour l'accompagnant, s'il a un peu d'ego de sauveur, comme je disais tout à l'heure, ben, évidemment, son impuissance de nouveau est à son comble. Alors, l'étape d'après, c'est le marchandage. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on fait à cette étape-là? Là, vraiment, c'est l'étape où la personne va beaucoup parler, donc a beaucoup besoin d'être écoutée, d'être déculpabilisée. Euh, euh, c'est aussi le moment où il faut éviter de décrédibiliser, parce que comme il peut y avoir des choses un peu, un peu bizarres pendant cette période-là, comme on avait dit, même des hallucinations, tout ça. Du coup, si la personne, elle est en plus jugée, c'est difficile pour elle. C'est vraiment Également, pousser à ressasser. Là, cette personne-là, elle va ressasser. Poussons-la à ressasser. donc si on est seul, c'est pareil, hein, c'est le même conseil, on ne se juge pas, on ne se culpabilise pas, on s'autorise à revivre, à répéter, voilà, à refaire le monde, là, comme on dit, et puis ça passera. Un jour ou l'autre, ça passera. Exactement. Exactement. D'ailleurs, tu vois, cette phrase-là, ça va passer. Ça pourrait être peut-être le mantra de la personne qui traverse, qui chemine le deuil. Ça va passer. Ça va passer.
Même si la personne qui vit la colère, quand tu lui dis ça va passer, elle a envie de t'engueuler. Parce qu'elle n'a pas envie. Si tu veux, c'est vraiment très clivé parce qu'elle n'a pas envie que ça passe non plus. Elle a envie que ça passe, mais elle n'a pas envie que ça passe. Elle veut la vivre, sa douleur. Elle veut la vivre, sa colère, sa colère. Voilà. Donc, dans le marchandage, mais comme elle hésite entre la colère, le chagrin d'après, ben, laissons-la faire. Alors, celui d'après, donc c'est l'étape 4, le chagrin. Là, c'est pareil, c'est une période difficile pour la personne et pour l'accompagnant. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, alors c'est un peu la phase la plus difficile de l'accompagnant parce que c'est la phase où il va devoir rester plus silencieux, être présent en faisant plutôt les vitres ou en allant chercher les enfants à l'école ou en faisant un bon petit repas plutôt qu'en étant actif, c'est-à-dire en faisant parler et tout ça. Généralement, la personne, dans ce moment-là du chagrin, elle a moins envie de parler. Tu vois, elle a beaucoup parlé dans la colère, elle a beaucoup parlé dans le marchandage. Donc là, tu sais, on avait dit, c'est l'étape dans laquelle elle cesse de se protéger. Donc, ça va être beaucoup plus silencieux, tu vois. Et donc, tout ce qui est les pleurs, les cris, les manifestations de la tristesse sont à accueillir, toujours pareil, sans jugement. Voilà. Et puis, pas consoler, enfin, éviter de consoler, tu vois, laisser-la vivre. Parce que pourquoi les gens, souvent, restent bloqués dans cette étape-là, c'est parce que on les console, en vrai. Ouais, dans le pas consoler, c'est pas je te mets dans un coin et je te calcule pas. C'est être enveloppant, être présent, donner la main, mais pas consoler, pas trouver de solution aussi, proposer des solutions à quelque chose qui n'a pas de solution en fait. On n'a jamais besoin de solution. On a besoin que l'autre nous fasse confiance. Au mieux, on l'informe. On lui dit, est-ce que tu connais les phases du deuil? Moi, je les connais. Si tu veux, je te le rappelle. Tu sais, on avait dit, l'autre, c'est un témoin lucide, c'est une boussole, un phare dans la tempête. C'est-à-dire, je suis capable, si j'ai le brevet national d'accompagnement du deuil, de te donner les phases de deuil pour que tu te repères là-dedans. Tu vois, donc là, par exemple, dans la tristesse, on va dire oui, tu as la phase de tristesse, de chagrin, on s'y attend. Le bon accompagnant, c'est celui qui s'y attend aussi, tu vois, qui n'est pas surpris à chaque fois que la personne traverse. Sinon, c'est double peine, encore une fois, pour elle. Elle est dans un processus pas facile. Encore une fois, ça peut être la retraite, hein, pas que la perte d'un être cher. Et en plus, elle surprend l'autre. Il faut quand même éviter les doubles peines, c'est hyper important. Oui, et dans l'histoire de consoler, comme je te disais tout à l'heure, la personne a envie de vivre sa colère, sa douleur. Là aussi, la personne, elle a envie de la vivre, de le vivre, ce chagrin. Personne ne peut lui ôter ce chagrin. Donc, elle veut le vivre. Donc, consoler, c'est comme si tu voulais pas que je le vive, en fait. Tu vois? Puis le chagrin, il est utile aussi au passage, à l'étape d'après et à la digestion et à tout. C'est un processus naturel. Il ne faut pas mettre un mouchoir sur le chagrin. Dans cette période-là, quand les personnes sont seules avec le chagrin, qu'est-ce qu'on leur dit? Que là aussi, laisse-toi sombrer, mets-toi au fond de ton lit et pleure. Laisse-toi sombrer. Si tu te consoles trop aussi, si tu te moralises trop, tu vois, par exemple, tu vas dire à toi-même, euh, euh, si par exemple tu as un conflit d'univie, tu vas dire oui, mais les enfants, c'est fait pour partir, tout ça. Mais oui, on le sait, tout ça. Je veux dire, tu vois, que ce soit toi-même parce que tu te raisonnes ou parce que l'autre te le dit, tu le sais, tout ça. Donc fais-toi confiance, laisse-toi sombrer, tu vas remonter, tu as les outils. Ensuite, il y a l'acceptation, l'étape 5. Alors là, on aurait tendance à dire, bon, bah, l'acceptation, ça parle de tout seul. Mais non, en vrai, c'est pas terminé. Donc c'est là qu'il faut quand même Voilà, qu'on puisse aider. voilà. Alors là, qu'est-ce que c'est qu'un bon accompagnant? Ben, c'est quelqu'un qui rappelle les étapes. Attention, nous ne sommes pas arrivés. Voilà, qui aussi va anticiper peut-être la rechute.
C'est-à-dire, même si la personne dit, bah écoute, c'est bon, maintenant j'ai accepté mon divorce, tu vas dire oui, je serai là même si il y a une rechute, tu vois. Anticiper la rechute. Et puis peut-être aussi dans la phase d'acceptation, on peut commencer à évoquer les réminiscences, là, tu sais. C'est-à-dire, on va se remémorer petit à petit les bonnes choses qu'on a fait avec cette personne ou pendant qu'on était au boulot ou avec les enfants. On commence à, parce qu'avant, si on met des réminiscences avant, pendant le chagrin, pendant la colère, tu vois, on est complètement à côté de la plaque. Là, dans l'acceptation, et surtout si la personne commence à les évoquer, bon, ben, on peut s'engouffrer dedans. Alors après, c'est la déstructuration. Qu'est-ce qu'on dit là? OK. Alors, tu te rappelles, c'était vraiment la période un peu difficile parce que donc on allait mieux dans l'acceptation. Tu dis, c'était plus léger, comme tu disais, et d'un seul coup, on va mal à nouveau. Donc, le bon accompagnant, c'est celui qui l'anticipe. C'est celui qui le savait et qui, du coup, au lieu de faire ah bon, mais t'allais mieux, culpabilisant, va dire eh oui, je m'y attendais, je savais, je suis là, je suis prêt encore de nouveau à recommencer. Euh, C'est pas comme le marchandage, je vais pas régresser, hein, je vais mal à nouveau parce que maintenant que j'ai accepté que mon existence avait changé, je vais donc du coup désapprendre qui j'étais. Donc, bien sûr que je vais mal à ce moment-là. Donc, si je suis un bon accompagnant, et pour moi-même, si je suis tout seul ou si pour l'autre, alors je connais cette phase, je sais que j'étais prêt à la vivre, et donc je recommence. Je recommence à aller mal, à parler, à ressasser, à vouloir mâcher le morceau à nouveau, à me reposer des questions. C'est un peu comme si je refaisais les étapes, c'est pour ça que ça ressemble un petit peu à la régression. C'est pour ça que les gens, ça leur fait peur, les accompagnants. Ils se disent, mince, un retour en arrière, mais que nenni. C'est une phase de je veux désapprendre. Elle est hyper nécessaire. Alors après, c'est la reconstruction. Donc, un peu le bout du chemin. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Alors, comment accompagner quelqu'un qui vit la reconstruction? Tu vas dire, ben voilà, comme tu dis, on est au bout du chemin. Donc, c'est les moments d'heureux et tout ça. Donc, là aussi, ben, quoi? Encourager les heureux, le comment, faire parler dans le sens, alors qu'est-ce que tu vas faire euh, de, 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 de ta renaissance? Faire parler dans le sens que le projet se construise, tu vois, tranquillement. C'est pas la phase de deuil la plus dure à accompagner, évidemment, hein. Alors, est-ce qu'on peut récapituler? Parce qu'on a dit beaucoup de choses dans ce qui serait bon de faire et ce qui ne serait pas bon de faire. En commençant par exemple par ce qui empêche le deuil. Donc, si on pouvait relister un petit peu ce qui empêche le deuil. Alors, d'abord, je vais dire que, tu sais, il y a cette idée aussi euh, d'émettre un jugement, parce que comme c'est des choses qui empêchent le deuil, hein, je n'évite pas ta question, je vais répondre. Il y a cette idée de ne pas juger, tu vois, dans le deuil, de ne pas juger. Qui sommes-nous pour dire ça c'est grave et ça c'est pas grave? En l'occurrence, on oppose toujours le deuil d'un animal, enfin, les autres là dehors, opposent le deuil d'un animal avec le deuil d'une personne. Or, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. On est bien d'accord que si j'ai autant de chagrin pour mon chat que mon grand-père, mon père même ou ma mère, c'est qu'il y a une raison. Si ma mère me battait, oui, je préfère mon chat. Si mon chat, ça aurait été mon compagnon, tu vois, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Donc déjà, évitons de juger la hiérarchie du malheur. Ensuite, il y en a plein de choses, hein, qui empêchent le deuil. La culpabilisation. On l'a dit plusieurs fois. Réduire l'autre au silence parce que je fais aveu de mon impuissance ou mes neurones miroirs m'y poussent, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire tous les gens qui font des actes irresponsables quand ils réduisent
la personne qui vit un deuil au silence. Le gros ennemi du deuil, c'est le silence. Je tiens à le dire plusieurs fois. C'est le silence. Bien accompagner quelqu'un, c'est le faire parler. Mal accompagner quelqu'un, c'est le réduire au silence. Et être un Quoi bon d'autre? accompagnant, ça peut être aussi choisir le silence plutôt que d'être maladroit. Carrément. C'est ça, en fait. L'endeuillé se doit de parler pour hacher le morceau, pour avaler le morceau. L'accompagnant, il vaut mieux qu'il se taise. C'est là aussi peut-être éviter, tu sais, les phrases toutes faites, il y a qu'un faut que, là, tout ça, là, tous les conseils qu'on disait aussi au début, là. Éviter de donner des solutions, des conseils, des phrases ou des solutions parfaites qui ne sont pas forcément adaptées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche un deuil correct? C'est pousser, finalement, donner des coups de pied sur le chemin de compose. Va plus vite, va plus vite. Donc, toutes les phrases qui disent d'une certaine façon, dépêche-toi. En fait, toutes les phrases qui culpabilisent, on l'a dit tout à l'heure. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, une perdue dit de retrouver. Non, ça, c'est plutôt le rythme. Tu vois, toutes les phrases qui bousculent la personne ou qui la culpabilisent. Donc, qu'est-ce qu'on a comme pendant le chagrin, ah ben, tu pourrais aller au cinéma pour te détendre. Non. Euh, Tu te fais du mal, ah, j'aime bien celle-là. Tu te fais du mal. Pendant une rupture, par exemple, que quelqu'un qui est en train de fouiller sur les réseaux sociaux, les personnes vont lui dire, mais non, arrête, tu te fais du mal. Mais c'est toi. L'idée, c'est de dire, si tu as besoin de ça, ben, c'est que tu as besoin de ça. Tu vois, donc vraiment pas pousser avec nos phrases, pousser à aller plus vite. Ne pas se débarrasser aussi rapidement, c'est ça l'idée. La souffrance de l'autre, elle ne nous plaît pas. Donc, on veut l'éteindre à tout prix. On a évoqué aussi la honte. Oui, parce que la personne qui vit le deuil, elle porte le malheur, tu vois, elle amène le malheur. Donc forcément, elle a déjà cette double peine dont je parlais tout à l'heure. Donc la culpabilité d'être mal, parce qu'on est aussi dans une société, il faut aller toujours bien, et la honte d'embêter, d'amener le malheur, de bousculer. Donc c'est toujours la double peine en vrai, hein. Donc c'est la triple peine qui serait juste d'éviter en vrai. Et puis on disait aussi peut-être, si tant est que ce soit possible, d'avoir plusieurs accompagnants pour pas que la personne seule ait tout à porter. Parce que, bon, bah, comme on disait, ça peut être accompagné pour faire une vitre ou pour l'emmener, je sais pas moi, manger dehors, mais il y a plein de choses dans toutes les phases. C'est peut-être un peu lourd pour une seule personne. C'est vrai que dans l'idéal, le village empathique, c'est plus juste parce que c'est dur d'accompagner quelqu'un dans un deuil existentiel ou la perte d'un être cher. Donc c'est vrai que si on est plusieurs, ben, c'est le top. Alors, dans ceux qui aident justement à faire le deuil, donc forcément, il y a les choses inverses de ce qu'on a dit dans ce qui l'empêche. Mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans ce qui va aider? Ben, l'empathie, plus, hein, quand même, hein. On se met à la place de l'autre, mais on se met à la place de l'autre, mais on lui pique pas sa place, par contre. Hein, si je donne des conseils du genre, moi, quand j'ai divorcé, patati patata, on se trompe, n'est-ce pas? Donc on peut prendre la place de l'autre. Ou alors, je souffre autant que toi. Il y a certaines mères comme ça qui font ça. Non, mais ça, c'est pas juste non plus. Oui, donc j'étais dans ce qui est le processus de deuil. Donc l'empathie, plus. Le, vraiment, c'est l'idée d'aider l'autre, le soutien, ce qu'on disait, le soutien, ce qu'on pourrait appeler le soutien logistique. C'est-à-dire, si j'accompagne, ça aide beaucoup. Ben, je vais te faire à manger, je vais aller chercher tes gosses à l'école, je vais te faire les vitres. Je ne sais pas pourquoi je parle des vitres, c'est pour voir clair peut-être. L'idée de faire l'intendance logistique, ça, c'est hyper aidant pour la personne. Ouais, que la personne puisse se foutre la paix, en fait, pour Oui, l'idée. puis se concentrer.
Tu sais, se concentrer. Le processus de deuil, ça demande de la concentration. Donc c'est sûr, tu vas me dire, oui, mais je ne peux pas faire les vitres pendant 2 ans. Et il y a des phases bien particulières où, oui, tu vois, où tu vas pouvoir accompagner. Moi, par exemple, tu vois, dans la perte d'un enfant, moi, cette personne-là, je lui donnerai la retraite à vie, en fait, hein. Pour moi, elle ne peut pas aller travailler. C'est fini. Travailler, c'est trop. C'est un bon deuil qui pourrait aider au maximum cette personne qui traverse cette tragédie, et au moins qu'elle n'ait plus que ça à faire, la traverser. Je voudrais dire que c'est facile, en fait, d'accompagner quelqu'un dans un deuil ou de s'accompagner soi-même à partir du moment où on a compris qu'on devait faire confiance à soi ou à l'autre, que les phases se feront, les étapes se feront les unes après les autres. Pas besoin d'en faire plus que d'être là. Voilà le message. Voilà les amis, donc on espère vous avoir éclairé sur toutes ces étapes du deuil. Et puis on vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Merci Valérie. Nous facilitent la résilience. Merci Marilyn. Le dialogue et À l'empathie bientôt nous les amis. enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, si ça me prend toute une vie.